Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, un dossier spécial consacré aux pervers narcissiques. Nous serons en compagnie de Jean-Charles Bouchou, psychanalyste à Arles et à Montpellier. Vous patientez, on le retrouve au téléphone. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Jean-Charles Bouchou, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors, vous êtes psychanalyste à Arles et à Montpellier, c'est bien ça ? Oui, exactement. Et nous allons donc évoquer le problème des pervers narcissiques. Et pour commencer, qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Ah là là, un pervers narcissique, qu'est-ce que c'est ? Alors écoutez, les mécanismes pervers narcissiques sont des mécanismes qui sont employés par des gens qui luttent contre la folie, en fin de compte. C'est-à-dire que pour ne pas décompenser, pour ne pas devenir psychotique, ils mettent en place des mécanismes particuliers qui vont faire porter à un autre, donc qu'on appellera, si vous voulez bien, leur victime, la victime, ils font porter à un autre leurs propres symptômes par des mécanismes assez particuliers que sont... d'abord, ils rentrent dans une grande séduction avec cet autre, et puis ensuite, ils mettent des mécanismes particuliers tels qu'identification projective, l'autre est toujours coupable de tout, enfin il est le mauvais objet. Donc voilà, enfin pour répondre à votre question, la perversion narcissique, c'est une série de mécanismes de défense particuliers pour éviter de sombrer dans la folie. Mais alors pourquoi sombrer dans la folie ? Qu'est-ce qu'ils ont exactement comme problème, ces gens-là ? Ce sont des gens qui ne sont pas très équilibrés, évidemment. Je le répète, proche de la psychose. Vous connaissez peut-être un petit peu la schizophrénie. Oui. Par exemple, la peur de se couper en deux, de devenir Jekyll et Hyde. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire de commettre des actions qu'on n'aurait pas commis normalement ou qu'on l'on réprouve. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils se trouvent quelqu'un, une victime. Ça peut pas être n'importe qui. Et avec cette personne, ils créent une relation fusionnelle. Et dans cette relation fusionnelle, où ils ne font qu'un en fin de compte, le pervers narcissique va désigner l'autre comme étant Mr. Hyde. Et il sera lui-même le bon Dr. Jekyll. C'est quelqu'un qui brille facilement en société, on y reviendra. Donc voilà, l'autre est chargé de la mauvaise part du pervers narcissique, si vous voulez. Alors la peur de sombrer dans la folie et ce déséquilibre vient d'où ? Est-ce que ça vient de la petite enfance ? Est-ce que ça vient de l'éducation ? Bien sûr, c'est ce que postule la psychanalyse, c'est que nous créons notre structure psychique dans nos 6-7 premières années de vie. Il y a eu donc un moment, un raté important chez cette personne, au moment justement où se forme l'image du sujet, c'est-à-dire au moment de la période qu'on appelle période narcissique. Alors, j'ai remarqué que ces personnes sont souvent très proches de leur mère et ont une relation fusionnelle avec la mère. Oui. C'est vrai. Dans l'histoire du pervers narcissique, le père n'a pas bien joué ou n'a pas pu jouer son rôle pleinement. C'est-à-dire qu'on a souvent affaire à un père... on a eu souvent affaire à un père phallo, c'est-à-dire effacé, par exemple. Récemment, une dame me disait, quand le petit ne va pas bien et qu'il demande à venir dormir dans mon lit, je demande au papa d'aller dormir dans le canapé. Et le papa s'exécute, c'est-à-dire que le petit enfant peut fantasmer qu'il est plus fort, plus puissant que son père, c'est lui qui commande à la fin, c'est pas le papa qui commande. Alors on peut avoir aussi le phénomène extrêmement inverse, c'est-à-dire un père qui crie tout le temps, qui punit facilement, souvent avec notamment de la violence physique. Il arrive un moment où l'enfant ne peut plus l'entendre. Vous voyez, l'enfant il est presque dans la survie, il n'entend plus ce père et il dénie complètement l'autorité parentale, si vous voulez, et on peut retrouver les mêmes symptômes souvent dans les extrêmes. C'est-à-dire un père absent que l'on n'entend pas, ou un père tellement qui pose tellement de lois qu'on finit par ne plus pouvoir l'entendre parce que c'est trop. Mais alors que se passe-t-il arrivé par exemple à l'adolescence, enfin à un certain âge, on a quand même des référents dans la vie, on a quand même la notion du bien et du mal, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Comment se fait-il que les personnes ne se remettent pas en question par rapport à un oncle, à une tante, à des amis ? Comment se fait-il ? Je crois que naturellement, le petit enfant, à un moment donné, il sort de la fusion d'avec sa mère, parce que c'est comme
ça, parce que la société nous y pousse, parce que justement le père dit à l'enfant, écoute, moi je vais dormir avec maman et toi tu retournes dans ta chambre. Donc le père renvoie l'enfant à son propre monde. C'est intéressant. C'est ça qui oblige un petit peu l'enfant à se structurer. Mais naturellement, il y a aussi une force qui nous aurait poussé vers cette fusion avec la mère. Surtout si le père est inintéressant, surtout si le père crie beaucoup. Donc a priori, c'est cela. Il n'y a pas eu de référence justement pour cette personnalité qui va devenir perverse narcissique, dans le sens où il est sans cesse dans le déni de l'autorité, dans le déni de la loi, dans le déni de cet autre qui justement est là pour casser la fusion entre l'enfant et sa mère, et puis par la suite entre le pervers et sa victime. Oui, alors, il y a quand même plein d'individus qui ont des problèmes même relationnels avec leur père ou leur mère ou leurs parents, les deux à la fois. Pour autant, on ne fait pas des pervers narcissiques de tous ces gens, de toutes ces personnes. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe justement chez ces individus? Est-ce qu'ils ont un psychisme assez particulier, assez fragile? Oui, ils ont une structure psychique qui est vraiment très fragile. Ils ne peuvent pas, justement, vous disiez tout à l'heure, pourquoi ne se remettent-ils pas en question? Ils ne le peuvent pas se remettre en question. Et tout ce qui pourrait sembler être une tache sur le vernis de la perfection, parce que ce qu'ils souhaitent montrer au plus grand nombre, c'est qu'ils sont parfaits. La moindre tache sur le vernis les met extrêmement et anormalement en danger. Les ferait rentrer dans une angoisse extrêmement forte. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un tiers. Alors, on ne l'a pas encore dit, ça peut être un conjoint, ça peut être un salarié, une secrétaire, ça peut être un enfant aussi, à qui ils vont faire porter la responsabilité de tout ça. Ils vont dire, voilà, si je ne suis pas quelqu'un de bon, si je pourrais sembler ne pas être quelqu'un de bon maintenant, c'est à cause de toi. C'est parce que toi, tu es quelqu'un de mauvais. Vous voyez, c'est toujours à l'autre de se remettre en question, jamais à eux-mêmes. Mais quand vous subissez les assauts d'un pervers narcissique et que vous avez un minimum de caractère, de personnalité, même si vous êtes à la fois très gentil, vous pouvez être très gentil, mais ne pas vouloir vous laisser faire, c'est très dur finalement de lutter contre ces gens-là parce que ils vous collent tout sur le dos et vous disent c'est toi, et finalement on culpabilise à un certain moment. Bien sûr. Mais vous savez, on peut pas être pervers narcissique avec n'importe qui. Vous pouvez pas rentrer dans un bistrot et vous dire tiens, je vais en prendre un au hasard, je vais être pervers narcissique avec lui, parce que au pire, il va vous coller une claque ou il va s'en aller. Bien sûr. La relation pervers narcissique, déjà au départ, elle s'assied sur une relation qui est difficile à rompre. C'est-à-dire, c'est un parent vis-à-vis de son enfant, c'est un conjoint vis-à-vis de son conjoint, c'est un employeur vis-à-vis de son salarié. C'est-à-dire qu'il y aura toujours déjà à l'origine un lien qui va être un lien familial, qui va être un lien filial, qui va être un lien de subordination ou un lien amoureux. Ou amical aussi. Et puis les choses se font en plusieurs temps. Vous savez, on passe d'abord par une grande séduction. C'est-à-dire qu'on va dire à l'autre qu'il est merveilleux. Avant de le blesser, on va d'abord lui faire comprendre qu'il est merveilleux. Et petit à petit, on va le faire entrer par des mécanismes qui sont assez subtils et assez précis dans une forme de culpabilité. Alors, quelles sont les caractéristiques qui permettent de reconnaître un pervers narcissique? Il vous culpabilise sans cesse. Vous êtes toujours responsable de tout. Si vous écoutez bien les reproches qu'il vous fait, je crois que la plupart du temps, il ne s'adresserait pas à vous, mais plus à lui. C'est-à-dire qu'en fait, il se dit, tiens, j'ai un défaut, donc je te reproche d'avoir ce défaut-là. C'est ce que j'appelle l'identification projective. Vous voyez, on est quand même dans le champ de la paranoïa. Il y a un exemple que je donne très souvent, peut-être un peu trop souvent, mais je le trouve tellement parlant. C'est un monsieur qui doit avoir un peu plus de 50 ans et qui monte dans sa voiture avec son épouse. Il fait une marche arrière et emboutit la voiture de sa femme. Et immédiatement, il se retourne vers elle en lui disant « Mais enfin, tu te gares jamais à cet endroit ». Vous voyez, au moment où il pourrait se sentir coupable, donc il a bien une notion de culpabilité quand même, au moment où il devrait se sentir coupable, il culpabilise immédiatement l'autre, c'est de ta faute. Alors il paraît qu'il y en a 30 caractéristiques, on peut décoder justement la personnalité du pervers narcissique parmi ces 30 caractéristiques, quelles sont-elles? J'ai entendu parler de ça, oui. Vous en avez quelques-unes à nous... moi, j'ai pas fonctionné comme ça dans mon livre. Le premier qui est sorti, Les pervers narcissiques, qui sont-ils, comment fonctionnent-ils et comment leur échapper, qui est paru en 2009, Erol. Je décris plus la personnalité du pervers narcissique et les mécanismes de défense qu'il emploie. C'est-à-dire ce que je viens de vous donner. Vous voyez, quand il dit habituellement tu ne te gares pas là, c'est ce que j'appelle l'identification projective. C'est-à-dire je devrais me sentir coupable, mais comme c'est insupportable, je te culpabilise. Ensuite, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place, du style, il va vous isoler.
C'est-à-dire qu'il va dire que vos amis ne valent rien, que votre famille est lamentable, et petit à petit, il vous isole. Donc ça, c'est dans le couple, du groupe, mais au travail, c'est pareil. Il va se débrouiller pour vous isoler, de la même façon. Alors, il emploie aussi des phrases à double langage. Oui. Il est très paradoxal. Quand il vous dit quelque chose, ça peut vouloir dire deux choses à la fois. Il y arrive un moment où on ne sait plus où on en est. Et moi qui rencontre beaucoup de victimes, les gens à un moment donné ont du mal à faire la part des choses. Souvent, les gens viennent me voir en me disant mais est-ce que je suis coupable? Est-ce que je suis responsable? Vous voyez, ils n'arrivent plus à remettre en question l'autre. Parce que justement par ces phénomènes, ces mécanismes qui sont mis en place, à force de culpabilisation, la victime, elle finit par se remettre en cause elle-même. Donc elle ne pense pas à quitter. Vous voyez? Tout à fait. Et le pervers narcissique n'aime pas être abandonné. Il a énormément peur de l'abandon. D'ailleurs, mon dernier livre qui est paru là en octobre s'appelle « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je crois que c'est un trait commun souvent entre le pervers et sa victime d'ailleurs. C'est une angoisse d'abandon. Si une victime abandonne le fameux pervers narcissique, que se passe-t-il? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Le plus souvent, le pervers a senti venir la chose et il s'est retrouvé déjà d'autres victimes. Et donc, il va passer de l'une à l'autre. D'accord. Parce qu'après, il y a toute une gradation. On dit le pervers narcissique, mais je sais pas, vous avez des sujets, des êtres humains qui utilisent plus ou moins massivement des mécanismes pervers. Et quand ils les utilisent vraiment massivement et qu'ils se sont, construits autour de cette personnalité, là, effectivement, on peut bien dire les pervers narcissiques. Je suis bien d'accord. Mais vous avez des gens qui utilisent des mécanismes pervers narcissiques sans l'être foncièrement. Il y a toute une gradation. Et donc, quand il est quitté, soit le plus souvent il se retrouve une nouvelle victime. Dans certains cas, on pourrait imaginer, s'il n'est pas trop pervers, qu'il va se remettre en question parce que il va se trouver très très mal et il n'a plus personne dans qui il peut projeter son mal-être. Et dans certains cas, il y a un risque de suicide très fort, parce que l'idée, si vous voulez, dans la perversion narcissique, c'est de projeter sa propre dépression dans l'autre. Et en fin de compte, c'est la victime devient malade à la place du pervers. Mais si la victime s'en va, certains pervers narcissiques vont se retrouver tout seuls avec leur folie et ils vont pas le supporter. On dit qu'il abandonne jamais sa proie. Non, il abandonne rarement sa proie. Oui, c'est vraiment très rare. Alors, il y avait une phrase, je me souviens plus dire qu'il l'avait prononcée, c'est quand il est démasqué qu'il abandonne l'autre. Donc lui, ici, il peut quand même partir, c'est-à-dire le jour où ça ne fonctionne plus. Donc vous le regardez en face et que vous lui dites, écoute, ton cinéma, il marche pas. Là, tu viens de me faire un reproche, par exemple, je me sens absolument pas concerné. Une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, il n'y trouvera plus d'intérêt. Donc si, il peut partir quand même. Il ne partira pas tant que ça marche. Ou est-ce qu'il alterne pas entre gentillesse pour rattraper sa victime? Complètement, oui. Ça se voit beaucoup, surtout dans le rapport amoureux. Quand la victime est amoureuse de son bourreau, on va l'appeler comme ça, parce qu'il a aussi montré des traits de caractère absolument charmants au départ, la victime est sans cesse à se dire « ça serait bien que cela redevienne comme avant ». Et puis au bout d'un moment, comme ça ne redevient jamais comme avant, effectivement la victime peut dire « bon puisque c'est ça, je vais partir ». Et alors là, le pervers vient la voir en lui disant « mais écoute, tu comprends pas que je t'aime et que tu es tellement importante pour moi ». Et la personne revient, effectivement, vous avez raison. Il alterne des phases de séduction et des phases de dénigrement. Et ça peut durer longtemps comme ça? Ça peut durer... Moi, j'ai eu des cas où les gens m'ont dit je viens de passer 25, 30 ans avec quelqu'un de pervers narcissique. Ouais. Et quel est le profil type de la victime? Alors, je suis pas certain qu'il y ait un profil type. Ce qui est certain, c'est qu'on va retrouver quelque chose qu'on pourrait nommer une faille narcissique. Mais il faut faire attention aux termes qu'on emploie, parce que une faille narcissique, ça peut être quelque chose de grave, parce que le pervers narcissique, lui, il a une grosse faille narcissique. C'est même plus qu'un manque de confiance en soi. Là, on est dans une faille dans l'identité de la personne. Mais ça peut être aussi très conjoncturel. Vous savez, vous venez de rencontrer une nouvelle amoureuse ou un nouvel amoureux. Forcément, vous vous posez la question, est-ce que je vais être assez bien? Est-ce qu'il va m'aimer comme je suis? Vous voyez, on peut pas vraiment parler de faille narcissique, mais il y a quand même bien là un questionnement narcissique. De la même façon, si vous trouvez un nouvel emploi, vous allez vous poser la question, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être apprécié? Et dans cette faille-là, c'est bien souvent là que vient s'installer la perversion narcissique. C'est-à-dire qu'il va là où vous vous interrogez, il va vous obliger à vous réinterroger sans cesse, en vous disant, en vous donnant des phrases, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très juste, paradoxal, je t'aime mais tu ne vaux rien, vous voyez, ce qui n'a aucun sens. Oui, tout à fait. Si je vaux rien, il n'y a pas de raison qu'on m'aime. Tout à fait. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans l'enfance, dans les cours de récréation, on a des expériences comme ça avec des copains, des copains, des copines qui tyrannisent un petit peu. Oui.
Oui, il y a souvent le souffre-douleur. Le souffre-douleur, c'est ça, oui. Oui, voilà. Ouais. Le bouc émissaire. Mais dans l'enfance, on pourrait espérer quand même que c'est quelque chose de conjoncturel qui va être rapidement dépassé, puisque petit à petit, quand même, on a un esprit qui s'élargit, et y compris le bouc émissaire, on va prendre sa défense. On voit bien aujourd'hui qu'on a pas mal de concitoyens qui se font attaquer par des politiques uniquement pour des basses raisons, et automatiquement, il y a quand même beaucoup de gens qui vont prendre la défense de ceux qui sont attaqués. Donc ce principe de bouc émissaire n'intéresse plus quand on est adulte que le pervers narcissique. Par contre, effectivement, quand nous étions enfants, c'était des mécanismes que nous mettions facilement en place. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas, pour avoir moi connu des pervers narcissiques. Ces gens-là, par exemple, sont avec vous pendant, je sais pas, un mois. On peut évoquer par exemple des vacances. Et puis au moment de partir, ils sont capables de vous écrire une lettre. Oui, je regrette d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Je vais changer. Ils partent en demandant pardon quelque part. Bien sûr. Hein, mais pourquoi donc? Ils sont quand même conscients. On dit qu'un pervers narcissique ne sait pas ce qu'il fait, il est inconscient. Pour écrire des lettres comme ça ou prononcer des phrases de cette sorte, ils sont quand même conscients. Oui, ils ont des moments de conscience, ils ont des moments où ils peuvent même être des gens véritablement bons. On parlait tout à l'heure du Dr Jekyll et Mr Hyde. Je veux dire, un jour vous rencontrez le Dr Jekyll, le lendemain vous rencontrez Mr Hyde. C'est plus vraiment la même personne. Donc il y a un phénomène qu'on appelle de clivage, c'est-à-dire que la personnalité est coupée en deux. Donc dans un côté de la personnalité, on peut être très conscient, et dans l'autre côté, ne l'être du tout. En relisant Dr Jekyll et Mr Hyde, on trouve assez bien la réponse quand même à cette question. Donc effectivement, quand vous voulez partir, Dr Jekyll réapparaît et dit oui, effectivement, je me suis mal comporté, ça n'est pas juste. Et au moment où il le dit, il le pense. Mais si vous restez l'après-midi, le même jour, vous allez avoir affaire à Mr Hyde qui de nouveau va commencer à vous harceler, et quand vous allez dire mais enfin je comprends pas, ce matin tu reconnaissais que tu étais le mauvais objet, il va vous dire oui, je dis ça pour te faire plaisir parce que tu me faisais pitié. On marque une pause, c'est dossier spécial, on revient dans quelques instants.
Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, dossier spécial, toujours en compagnie de Jean-Charles Bouchou, psychanalyste à Arles et à Montpellier. Nous parlons des pervers narcissiques. Je me suis déjà adressé à un pervers narcissique et je lui ai dit mais enfin pourquoi tu agis comme ça va rien t'apporter, essaye d'être positif, essaye de te remettre en question, essaye de toute façon tu ne pourras pas aller loin comme ça en faisant le mal finalement, en étant désagréable. Bon, on a l'impression qu'il bloque un peu comme ça et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils se disent oui finalement je reconnais ce que j'ai fait mal, je vais essayer de changer. Un peu à l'horrible JR de Dallas. Ah oui. Hein? Oui, c'était assez ça, ouais. Oui, tout à fait. Il avait besoin de briller à un moment donné. Ouais, hein, le pervers narcissique, voilà pourquoi on parle de narcissisme. Il aimerait être parfait. Vous voyez, alors on a tous plus ou moins ce fantasme, ou plus ou moins on l'a eu à un moment donné de notre vie. Hein, on aurait voulu être l'enfant parfait pour des parents parfaits, parce qu'il y a eu quelque part une forme d'idéalisation de nos parents. Là, j'en parle beaucoup plus dans mon livre Pourquoi m'as-tu abandonné, hein, des phénomènes d'idéalisation. Et à un moment donné, il faut bien accepter que nous ne sommes pas parfaits si on ne veut pas rentrer dans ce type de pathologie. Donc pour en revenir à JR, à un moment donné, Jekyll montre une image parfaite au plus grand nombre. Et quand Hyde veut s'exprimer, alors à ce moment-là, on se retourne vers ça ou ses victimes. Il y a rarement beaucoup de victimes. Hein. Et là, on peut tout se permettre, hein, en culpabilisant l'autre, en disant c'est de ta faute si je suis comme ça. Donc de toute façon, le Jekyll est protégé puisque c'est de la faute de l'autre. D'ailleurs, quand sa femme Sue-Ellen partait, menaçait de partir, et quand elle résistait vraiment, il changeait pendant un temps. Où il disait je vais changer, je vais essayer. Oui. C'est très curieux comme réaction. Ouais, et puis ça peut fonctionner quelques jours. Ouais. Oui, quelques jours. Mais jamais longtemps. Hein. Chasser le naturel, on connaît bien. Hein. Chasser le naturel, il revient au galop. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ces gens-là ou alors c'est fini? Alors, vouloir aider un pervers narcissique, ça fait partie des fantasmes que nourrit la victime et qui la fait rester. Parce qu'à un moment donné, après m'être interrogé sur le pervers narcissique, qui est-il, comment fonctionne-t-il, je me suis un petit peu interrogé aussi sur la victime, pourquoi est-ce qu'elle reste, hein. Et il y a plusieurs raisons. Donc à un moment donné, quand même, le conseil que je donne, c'est ne pas rester, bien évidemment, prendre soin de soi. La victime n'a pas appris bien souvent à prendre soin d'elle-même. Et de toute façon, bien comprendre que quand il s'agit d'un conjoint, on l'a vu, un conjoint, un parent ou un patron, hein, dans les grandes lignes, on ne soigne pas son conjoint, on n'est pas là pour ça. Si le conjoint est malade, il va voir un médecin. Donc, celui ou celle qui fantasme « je vais m'occuper de lui ou d'elle pour pouvoir le soigner et le changer », c'est peine perdue. C'est justement le lien qui les unit et c'est là où le pervers arrive à la tenir. A fortiori avec un conjoint, a fortiori avec un employeur. Hein. Et donc, il n'y a rien à faire. Non. C'est même pas... à partir. C'est même un beau cadeau que vous allez lui faire parce que partir, c'est l'obliger à entrer en dépression. L'obliger à entrer en dépression, c'est l'obliger à envisager de se faire soigner. Hein. S'il se faisait soigner, ce qui est visiblement pas le cas hein, pour la plupart, mais s'il se faisait soigner, s'il était pris en main, ces gens-là étaient pris en main, est-ce qu'il changerait? Écoutez, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, où il faut quand même considérer qu'il existe toute une gradation de gens. Hein. Il n'existe pas un pervers narcissique type. Mais logiquement, on l'a vu, c'est quelqu'un qui ne peut pas se remettre en question. Or, comment voulez-vous aller vous soigner en psychologie ou en psychanalyse si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question? C'est ça. Et s'il est capable de se remettre en question, c'est qu'il n'est pas tellement pervers. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que des mécanismes pervers, a priori, nous on en a tous utilisé un ou l'autre, hein. Mais on s'installe pas dedans. Non, bien sûr. On s'en rend compte et au bout d'un moment, c'est pas normal. Donc soit je dois changer, alors on entame une thérapie, soit on se dit je suis pas dans une bonne relation et auquel cas on arrête tout simplement la relation. Alors bien souvent, ces gens-là vont voir un psy, mais c'est pour faire plaisir ou c'est pour... Oui, si vous lui mettez le couteau sous la gorge en lui disant si jamais tu vas pas voir un thérapeute, je te quitte, effectivement, il peut aller voir un thérapeute, mais à ce moment-là, il va dire, vous savez, je suis victime de quelqu'un. Et quelquefois, même les thérapeutes, c'est les savoir, et disent effectivement, vous avez affaire à quelqu'un qui est pervers. Et à ce moment-là, la chose est complètement inversée, quoi. La charge est complètement inversée. Alors, est-ce que les pervers narcissiques, dans leur majorité, peuvent devenir violents?
Normalement, tel que je le conçois, le pervers narcissique n'est pas violent justement parce que la perversion narcissique lui permet d'éviter cela. Après, il existe celui qu'on appelle le psychopathe. La grande différence entre le psychopathe et le pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique a entendu la loi et il la dénie. Le monsieur dans sa voiture tout à l'heure, lorsqu'il dit « mais tu ne te gares jamais là », il dit cela pour ne pas se sentir coupable. C'est donc que quelque part il se sent coupable, sinon il n'aurait pas besoin de s'en défendre. Alors qu'un psychopathe, lui, il se serait contenté d'éclater de rire. C'est bien fait pour toi. Oui. Alors, quelle différence il y a entre pervers narcissique, psychopathe et psychorigide? Oh, c'est très différent. C'est complètement différent. Je reviens, le psychopathe, c'est quelqu'un qui n'a pas entendu la loi. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a entendu la loi, mais qui la dénie. C'est-à-dire qu'il reporte toujours la responsabilité sur les autres. Psychopathe, il n'a pas besoin de reporter la responsabilité sur les autres. Il a envie de vous faire du mal, il vous fait du mal. Il n'a pas besoin de justification. On en a rencontré, nous aussi. J'ai pas dans les fêtes de village quand on était gamin. C'est sûr. Des gens qui avaient le coup de poing facile et qui venaient parce que ça leur faisait du bien, mais ils se sentaient pas coupables. Vous n'avez pas besoin de dire c'est de ta faute. Alors on confond beaucoup aussi pervers narcissique et bipolaire. D'ailleurs sur les forums internet, il y a des amalgames qui sont faits. Ah oui. Oui, souvent. Quelle est la différence? Elle est grande, ça n'a rien à voir. La bipolarité, c'est une psychose de gens qui bien souvent alternent des phases maniaques où ils sont capables de tout et de n'importe quoi, et des phases de grande dépression où ils sont en grand danger. C'est ça la bipolarité, dans les grandes lignes. Et puis il existe une autre psychose qui est la schizophrénie, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui notamment, dans laquelle notamment on trouve l'angoisse de se couper en deux. Alors les mécanismes pervers narcissiques sont des mécanismes utilisés pour éviter d'entrer en psychose. Évidemment, on est d'accord, les schizophrènes et les bipolaires peuvent temporairement employer des mécanismes pervers narcissiques pour éviter de décompenser. Alors que le pervers narcissique, lui, il s'est structuré là-dedans. Donc il sera, si vous voulez, il y a peu de chances qu'il rentre en psychose, sauf si vraiment il est abandonné. Donc lui, il fonctionne bien là-dedans. Le schizophrène, c'est justement parce que ces mécanismes pervers narcissiques ne sont soit pas efficients, soit pas suffisants, qu'il deviendra schizophrène. Et on peut effectivement, oui, dans la bipolarité, trouver des mécanismes pervers narcissiques. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors il y a des pervers narcissiques qui se feraient passer pour bipolaires pour justement excuser leur problème et dire c'est une maladie. Oui, mais enfin bon, je sais pas s'ils ont les moyens de poser un diagnostic et qu'il va les écouter. Alors, moi, je vous dis si quelqu'un vous fait du mal et qui vous dit je suis pervers narcissique, partez. Si vous fait du mal et qui vous dit je suis bipolaire, est-ce que vous restez? Parce qu'à un moment donné, quand même, la question que doit se poser la victime, c'est pourquoi est-ce qu'elle reste aussi, Alors, souvent, on me demande, on me décrit une série de mécanismes, on me dit, est-ce que j'ai affaire à un pervers narcissique? Quelquefois, j'ose cette question, mais est-ce que c'est la bonne question, là? Est-ce que la bonne question serait pas plutôt de se demander, est-ce que je suis bien dans cette relation? Et est-ce que cette relation me permet de m'épanouir? Si la réponse est non, qu'on ait affaire à un bipolaire, à un pervers narcissique ou à quoi que ce soit d'autre, est-ce qu'on n'a pas intérêt, de toute façon, à couper les ponts? Oui, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il crée un attachement, il crée plein de choses, finalement. Au début, on ne s'aperçoit pas qu'on a affaire à des pervers narcissiques. Ah, tout à fait, oui, c'est quelque chose qu'on comprend pas. Donc, finalement, la victime va pas chercher spécialement un pervers narcissique parce que quand elle tombe sur une personne sympathique, c'est ça en général que l'on recherche. Donc, on ne s'y attend pas. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de failles narcissiques structurelles ou conjoncturelles. Vous pouvez rentrer dans un emploi et tomber sur un chef de service absolument sympathique et tout va se passer bien. Ou vous pouvez trouver un emploi où le chef de service est pas narcissique et il va vous faire énormément de mal. Tout à fait. Pas non plus se sentir trop responsable de ce qui nous arrive. Moi, quand je rencontre une personne qui vient d'être maltraitée par un pervers narcissique, souvent les premières questions qu'elle me pose, c'est est-ce que je suis coupable? Même quelquefois, est-ce que je ne suis pas moi-même pervers? Oui, parce que l'autre a réussi à les convaincre que le pervers, c'est eux. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Mais finalement, pourquoi les victimes ont du mal à quitter les pervers narcissiques? Finalement, parce que peut-être qu'ils n'arrivent pas à envisager la méchanceté. C'est pas dans leur logiciel. Vous avez raison, ça existe. Oui. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous avez, il y a des tas de cas. C'est pour ça qu'il faut éviter de dire une victime type ou un pervers type. En fait, il y a autant de cas qu'il existe de sujets et d'individus. Mais moi, j'ai connu des jeunes femmes me disant, j'ai rencontré, c'était le premier homme de ma vie. Quand il m'a tapé dessus, je pensais que c'était normal. Ou quand il me disait que je valais rien, je pensais que c'était comme ça que ça se passait en couple. Non, oui, tout à fait. Mais ça existe. Oui, non, mais ça existe, je suis sûr. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut aussi que nous travaillions sur nos propres valeurs. Bien sûr. On nous a appris, on est censé avoir appris, tu ne tueras point, tu ne voleras point, et puis comme ça, que toute une série de commandements. Mais à quel endroit est-ce qu'on nous a appris tu prendras soin de toi et tu n'accepteras pas qu'on te fasse du mal, etc. Justement, il y a des victimes qui n'acceptent pas, qui essayent de contrecarrer le pervers narcissique et finalement qui s'alignent en phase avec le pervers narcissique
Et est-ce que c'est dangereux de faire comme ça? Mais quel intérêt de jouer le jeu d'un pervers narcissique? Ben oui. J'ai eu des cas, effectivement, de gens qui sont venus me voir, mais qui... Alors, il faut aussi qu'on pose la question du pervers narcissique. Moi, j'aime bien le présenter aussi dans le cadre d'une relation. C'est-à-dire, il y a une relation où la perversion narcissique s'installe, et bien souvent, la victime protège son pervers. Mais vous avez des cas... par exemple, au travail, quelqu'un qui a une bonne situation, il s'aperçoit qu'il a un chef de service pervers narcissique, mais il veut absolument pas perdre son emploi. À ce moment-là, il va rester. Ouais. Évidemment. Ouais. Mais il n'est pas, comment je pourrais dire, il va être victime des agissements de l'autre, évidemment, mais il n'est pas la victime du pervers tel que je la présente dans mon livre, qui protège son pervers. Lui, comme vous le dites très justement, il va essayer de le contrecarrer ou d'essayer de trouver des solutions pour s'en sortir le mieux possible. À ce moment-là, on n'est pas dans cette relation fusionnelle dont je parlais tout à l'heure, on est dans autre chose. Là, c'est encore différent. Oui, c'est différent. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ou donner une information qu'on aurait oublié d'évoquer? Non, moi j'aime beaucoup la phrase du Bouddha, j'aime beaucoup ce que dit le Bouddha, et notamment une phrase qu'il dit dans le Samyutta Nikaya. Il dit « Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. » Et bien souvent, nous avons oublié de prendre soin de nous. La victime a oublié de prendre soin d'elle-même. Et ça, c'est un manque. De la même façon, le pervers narcissique a oublié de prendre soin de l'autre. Donc quand on rentre en relation avec quelqu'un, c'est important de prendre soin de l'autre, mais c'est aussi important de prendre soin de soi. Alors il y a une chanson qui illustre bien le pervers narcissique, c'est Jean Schultes, Confidence pour confidence. Oui, c'est moi que j'aime à travers vous. Exactement. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos ouvrages, parce que là je les ai pas sous les yeux, les divers ouvrages que vous avez écrits et nous donner les maisons d'édition où on peut les trouver. J'ai écrit aux éditions Erol, d'abord Les pervers narcissiques, qui sont-ils, comment fonctionnent-ils, comment leur échapper. C'est un livre qui est sorti en 1989, qui est vraiment un best-seller, je crois qu'on en est à plus de 50 000 ventes, d'un livre qui à l'origine était prévu à 1000 exemplaires. Donc vraiment c'est le public qui s'est emparé de ce livre et qui en a fait le succès que l'on sait. Par la suite j'ai écrit un autre livre qui s'appelle La Pulsion, Plus fort que moi. C'est un livre qui est sympathique, agréable à lire, un petit livre didactique, donc qui traite un petit peu des bases de la psychanalyse et de l'évolution psychosexuelle de l'homme. Après quoi, j'ai écrit un livre qui est paru aux éditions d'Hervy, D-E-R-V-Y, qui s'appelle Méditation zen et psychanalyse. J'avais besoin de parler, de mettre un petit peu en exergue ces deux grandes sciences qui m'ont beaucoup aidé personnellement dans ma vie. Il y a un sous-titre d'ailleurs, c'est Méditation zen et psychanalyse, et comment transformer souffrance et colère en énergie d'éveil. En fait, c'est pas un sous-titre, c'est une deuxième partie de livre. Le livre est en deux parties. Et puis plus récemment est sorti aux éditions Payot, Pourquoi m'as-tu abandonné, où je traite de l'angoisse d'abandon, qui est une angoisse qui habite, à mon avis, le pervers narcissique et sa victime. Et c'est important de trouver en soi, justement, cet aspect narcissique qui nous fait nous écrouler dès qu'on envisage l'abandon. Et je propose quelques pistes pour essayer d'essayer de sortir d'un narcissisme outrancier qui, en fin de compte, nous rend malheureux. Oui, justement, il y a beaucoup de pervers narcissiques, enfin certains, moi j'en ai connu certains, qui me disent « Oui, je vais t'encore abandonner ». Ouais, c'est ça. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est très curieux. Alors, on peut être amené à leur poser la question suivante. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour être abandonné? C'est-à-dire que je crois que quand on a eu des parents un peu pathologiques, on les a suridéalisés. Et évidemment, on rentre dans quelque chose de schizophrène où on a des parents que l'on voit dysfonctionner, mais en même temps que l'on suridéalise. Après tout, s'il me bat, s'il me parle mal, c'est normal, c'est que je le mérite, c'est que je ne vaux rien. Voilà. Et en même temps, je vais tout faire pour essayer que ça s'arrête, c'est-à-dire être le meilleur possible. Et on se trouve là, coincé entre une image suridéalisée qu'on essaye de montrer et un sentiment intérieur de ne rien valoir. Je crois que sortir de l'idéalisation, c'est se dire, bah oui, j'ai des défauts, mais bien sûr, j'ai des manques, et puis il y aura forcément des gens qui m'aimeront pas, mais il y aura aussi des gens qui vont m'apprécier tel que je suis. C'est-à-dire relativiser. Et ça, le narcissique n'arrive pas à relativiser. Il est soit parfait, soit complètement nul. Il n'arrive pas à se situer entre deux. Oui. Et d'ailleurs, moi j'ai vu des pervers narcissiques qui me disent mais moi je suis rien, je suis nul. Alors on les rassure, on leur dit mais non, tu n'es pas nul, tu es comme tout le monde, on est tous là pour apprendre, tout simplement. Et donc finalement les choses sont simples, mais visiblement ils captent rien. Non, ça s'inscrit pas en eux. Oui, c'est très difficile. Ils n'ont pas été rassurés au moment où ils auraient dû l'être par leurs parents. Exactement. Donc on peut vous retrouver sur Internet? Oui, assez facilement, oui. Vous avez un site? Vous tapez Jean-Charles Bouchou sur Google et vous trouverez mon adresse internet et un site qu'on vient de créer. Je sais plus comment il s'appelle, je crois.
jean-charles-bouchou.fr ou quelque chose comme ça. Jean-Charles Bouchou, merci d'avoir participé à notre émission et à très bientôt sur cette antenne. Merci Au revoir. à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.